Allez, ça part. Bon, de vous à moi, ce titre est presque putaclic. Presque. Mais pas tout à fait. Je m'étais sincèrement promis de plus parler de cette pandémie en vidéo après les 3 épisodes que j'ai déjà consacrés, parce que on fait que ça, parler du Covid, et les variants rajoutent plus une couche de plutôt que de Mais il y a un aspect qui a été assez peu abordé et qui est non seulement intéressant intellectuellement, mais aussi qui renferme une petite note d'espoir au milieu de l'apparition de variants mutants plus dangereux les uns que les autres. Et du coup, je voulais faire un petit épisode un peu à l'improviste pour essayer de prendre un peu de recul sur tout ça. Et en plus, on va parler de lapins mutants. Un premier truc à se rappeler, c'est que même si on discute beaucoup de est-ce que les virus sont vivants ou non, personne ne débat d'une chose, c'est qu'ils évoluent. Comme toutes les entités qui se répliquent et qui mutent, ils sont soumis à l'action de la sélection naturelle. Les habitués de la chaîne doivent en avoir marre que j'explique le mécanisme, mais là, pour le coup, c'est plutôt cool parce que l'exemple est super concret. Vous vous souvenez de l'histoire ? Fin 2019, le virus SARS-CoV-2 pop de Chine, il traverse rapidement les frontières, et au début de février 2020, on commence à se rendre compte que quelque chose de chiant va nous arriver dessus. Au moment où on débattait pour savoir à qui revenait la responsabilité de la pénurie des masques en France, 2 variants du SARS-CoV-2 étaient en fait déjà en train de s'affronter pour la domination planétaire. Le virus, qui est parti de Wuhan, et celui qui a enfermé la moitié des humains chez eux quelques mois plus tard seulement, sont en réalité 2 moutures différentes. Le second a un changement d'acide aminé à la 614e position de la protéine S, une glycine qui remplace un acide aspartique et qui lui donne du coup son nom, le variant D614G. Cette toute petite mutation augmente la flexibilité de la protéine S, ce qui aide le virus à s'attacher aux cellules qui l'infectent. La mutation améliore légèrement le taux de transmission du virus, il réussit à infecter plus de gens que le variant précédent, et donc à se reproduire plus. Au bout du compte, tout ça lui a permis de remplacer progressivement le premier, en mars 2020, dans un exemple de sélection naturelle hyper flagrant. Donc, techniquement, la thématique des variants n'est pas du tout récente, elle est survenue très tôt dans la pandémie. En fait, les virus mutent beaucoup, et même si celui du Covid a tendance à être un peu moins intense que d'autres, comme la grippe ou le VIH à ce niveau-là, des erreurs ont des chances de se produire à chaque fois qu'une nouvelle particule virale est créée. Et chez une personne infectée, les particules virales sont créées par milliers à chaque instant. Au plus fort de l'infection, quand le corps est une usine hyper performante pour produire des virus, on estime qu'une personne a entre 1 milliard et 100 milliards de particules virales dans son corps. Donc autant d'opportunités de mutation. Comme on estime que pour le SARS-CoV-2, il y a environ 9,8 par 10 puissance moins 4 mutations par nucléotide par an, si on fait ça pour une journée, ça nous donne 2000 particules virales avec au moins une mutation par jour. Alors, je suis certain qu'il y a plein de chercheurs qui sont en train de hurler derrière leur écran, mais l'idée générale, même si on n'est absolument pas précis, c'est d'avoir un ordre de grandeur, parce que évidemment, quand on est infecté par un virus, le virus mute également à l'intérieur de nous. C'est le principe. Bien sûr, on ne crée pas tous un nouveau variant brésilien par jour. La plupart de ces mutations vont être neutres, donc ne rien changer à la vie du virus, ou être désavantageuses et casser des trucs qui fonctionnaient très bien avant. Ces mutations néfastes seront contre-sélectionnées, tout simplement. La particule virale qui porte la mutation ne va pas se reproduire, et c'est ciao. Celles qui nous intéressent, ce sont évidemment celles qui vont améliorer la reproduction du virus, donc être sélectionnées au fur et à mesure des très rapides générations. C'est ce processus qui enchaîne premièrement des mutations aléatoires faites à l'aveugle sur un très grand nombre de particules, et 2, la sélection de celles qui avantagent la vie du virus, qui a mené à l'émergence des variants dont on parle aujourd'hui dans la presse. Variants B1617, P1, B1351, ou les si mal nommés variants indiens, brésiliens et sud-africains. Ouais, parce que bon, attacher une zone géographique à un variant a pas trop d'intérêt à part stigmatiser la population du coin. À la place, on pourrait leur donner des petits noms, comme pour les ouragans. Je sais pas, genre Adolphe. Enfin bon, je dis ça, mais le cas du variant brésilien est intéressant. La capitale de l'état de l'Amazonas s'appelle Manaus, 2 millions d'habitants, son théâtre, sa forêt amazonienne, c'est 2 rivières qui ne se mélangent pas. Cette ville a été en fait le centre d'une expérience grandeur nature de qu'est-ce qui se passe si on fait rien contre le virus. Pas de distanciation sociale, pas de masque, de confinement, que dalle, faites votre vie. Et ben, 3/4 de la population chope le virus. Vraiment littéralement 75%, et les morts s'empilent. Mais c'est aussi un terrain de jeu parfait pour l'évolution du virus. Toutes ces personnes malades, en même temps, multipliées par le nombre de particules virales, sont comme autant de fois où on joue à la loterie. La probabilité individuelle est certes faible, mais répétée autant de fois, ça devient conséquent, et à la fin, une mutation avantageuse pour le virus finit par apparaître. C'est peut-être ce qui s'est passé pour le variant brésilien, qui accumule 17 changements d'acide aminé depuis la version de référence. Un terreau très fertile pour l'évolution, Manaus. Très fertile. Ok, donc savoir que les virus sont soumis à la sélection naturelle,
c'est cool, mais quel intérêt de savoir ça exactement? La première chose, et je vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est que le virus a la capacité d'acquérir de la résistance au traitement qu'on lui oppose. J'ai déjà parlé de l'émergence de la résistance dans un épisode tourné en Centrafrique, dans lequel je mentionnais les bactéries antibiorésistantes. En fait, la résistance est un phénomène hyper répandu dans le monde vivant. Chez des moustiques, la résistance aux insecticides a été très bien documentée par des générations de chercheurs, et on la retrouve même chez des éléphants. En Zambie, le braconnage pour les défenses a créé une telle pression de sélection que en seulement 20 ans, la fréquence des éléphants sans ces défenses est passée de 10 à 38%. Bref, l'apparition de la résistance, c'est très connu, et tout ça s'applique aussi au virus. Imaginons qu'un traitement laisse un pourcentage non négligeable des particules virales en vie. Puisque ceux qui seront encore en vie auront sans doute quelque chose qui les a aidés à résister, et qu'ils vont contribuer majoritairement à la future génération, ce traitement va alors mécaniquement sélectionner activement les mutations qui confèrent de la résistance à lui-même. On s'est rendu compte relativement récemment que les personnes immunodéprimées atteintes du Covid, et qui étaient donc traitées sur le très long terme, avec du remdesivir par exemple, étaient des véritables laboratoires humains à fabriquer des variants. Certaines de ces personnes ont été infectées par le virus pendant plus de 5 mois. 5 mois de mutation chez des milliards de particules virales. Le traitement censé les sauver sélectionnait en fait pendant tout ce temps des variants qui étaient capables de lui échapper. La première bonne nouvelle, c'est que du coup, on connaît ces mécaniques évolutives, donc on peut réussir à mieux traiter ces personnes. Yes! Le deuxième intérêt de savoir que le SARS-CoV-2 est soumis à la sélection naturelle, c'est que ça apporte une petite lueur d'espoir, et pour comprendre, il faut s'intéresser aux lapins d'Australie. En 1859, un colon anglais nommé Thomas Austin libère des lapins dans le bush afin de créer une petite population qui lui permettrait de s'adonner à son loisir préféré, buter des lapinous. La chasse. Et effectivement, tout marche très bien au début, la population de lapins s'est tout à fait plu dans les écosystèmes australiens et tout allait pour le mieux. Jusqu'à ce que ça marche un peu trop bien. En quelques années, la population dépasse la barre des 10 millions d'individus, pour atteindre au moins 200 millions d'individus une décennie après leur introduction. La plus grosse explosion démographique de l'histoire des mammifères était donc une invasion biologique. Et ses conséquences sur les écosystèmes australiens étaient absolument terribles. Les lapins mangent les plantes, ce qui prive d'autres herbivores de leur repas, détruisent les racines qui tiennent les sols fragiles de l'Australie du Sud, bref, un massacre exécuté à coups d'incisives par des petites boules d'amour affamées. Les autorités tentent des mesures comme des grosses battues, des barrières gigantesques qui traversent le continent de part en part, mais même si on est très fort pour faire disparaître des espèces, 200 millions d'individus, ça demande quand même une certaine organisation. En 1950, la décision est donc prise de lâcher un virus dans la population des lapins, celui qui provoque la myxomatose. Un virus qui tue à 99,8% des lapins qui l'infectent, qui ne touche aucune autre espèce, bref, un tueur efficace, idéal a priori. Et effectivement, au début, tout marche très bien. Le virus fait s'écrouler les effectifs des lapinous de plusieurs centaines de millions à quelques dizaines de millions, jusqu'à ce que l'évolution entre en scène. Deux choses se sont passées. Premièrement, la sélection naturelle a favorisé les lapins résistants au virus de la myxomatose par le même mécanisme de résistance dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les lapins qui avaient des capacités biologiques préexistantes pour réussir à survivre au virus se sont retrouvés à faire plein de bébés pendant que tout le monde crevait autour, ce qui est assez dingue en vrai. Mais aussi, le virus est devenu moins mortel. Et ça peut sembler un peu étrange. Essayons de nous mettre dans la peau d'un virus, pendant un petit moment. Son cycle de vie implique d'exploiter la machinerie cellulaire de quelqu'un, et donc de faire un maximum de copies. Ce hold-up cause des dégâts, et c'est ça qu'on appelle la virulence du virus. C'est son pouvoir de destruction. Mais si la virulence est trop grande et que la personne meurt avant d'avoir réussi à le transmettre à qui que ce soit, le virus se retrouve avec plein de copies de lui-même dans un cadavre. Il disparaît du coup assez rapidement. Cette constatation a mené à la théorie suivante. Les parasites font face à un compromis entre la virulence et la transmission. S'il est trop virulent, il tue ses hôtes et il disparaît avec eux. Et s'il est trop peu virulent, il sera remplacé par un variant qui va exploiter un peu plus les hôtes. Et il y aura donc un optimum, et c'est ce qui semble avoir diminué la virulence du virus myxoma très rapidement après son arrivée dans la population de lapins. Il était trop mortel et les variants plus doux ont été avantagés. Essayons d'analyser cette histoire et d'en tirer des bonnes nouvelles. Enfin des bonnes nouvelles, autant qu'il soit possible dans le cadre d'une pandémie où des gens meurent et où des variants pires émergent. Des semi-bonnes nouvelles, on va dire. Prenons la résistance. On pourrait se dire, cool, il va y avoir l'émergence d'une résistance contre le Covid dans notre espèce, comme ça a été le cas pour les lapins.
Et après tout, c'est vrai qu'on connaît plein d'adaptations génétiques contre des maladies chez plusieurs populations de la planète. Le choléra, la variole, la malaria ont mis tellement cher à nos ancêtres que ça a sélectionné l'apparition de résistances purement biologiques. Ceux qui avaient les gènes qui les aidaient un peu mieux à survivre se reproduisaient un peu plus que les autres, blablabla, toujours la même chose, et aujourd'hui, certaines populations humaines sont mieux équipées contre certains parasites. Mais pour que ce soit utile avec le Covid, faudra attendre quelques générations, au minimum. Je sais pas ce que vous faites les 500 prochaines années, mais restez attentifs aux bébés mutants. Hein. Bon, alors ok, pas de résistance, mais d'un autre côté, le virus va peut-être devenir moins virulent et faire moins de morts. L'un des variants sera peut-être sélectionné pour tuer moins, et peut-être même, à terme, devenir un organisme commensal, inoffensif. Après tout, il existe ce qui s'appelle les rétrovirus endogènes, d'anciens virus qui se sont parfaitement intégrés à notre ADN et qui constituent aujourd'hui jusqu'à 8% de notre séquence de nucléotides. Ils étaient autrefois pathogènes, et aujourd'hui ils sont juste là, en nous. Bon, tout ça c'est un chouette scénario, et c'est vrai qu'on trouve effectivement quelques exemples de baisse de la virulence dans la nature, comme la myxomatose évidemment, mais aussi pour le VIH ou même pour la grippe espagnole, dont les descendants actuels se présentent plutôt sous la forme de grippe saisonnière et d'épidémies locales, alors que leur ancêtre avait mis le monde à genoux. Mais le truc, c'est que la baisse de la virulence n'est pas une règle absolue. Une méta-analyse de 2019 avait montré que la théorie de l'optimum de virulence était seulement partiellement solide, parce que la diversité des stratégies de parasites empêche une généralisation qui marche à tous les coups. Certains parasites côtoient l'humanité depuis des millénaires et sont toujours aussi mortels. Dans le cas du SARS-CoV-2, les tendances actuelles des variants ne vont pas a priori dans le sens d'une diminution de la virulence, c'est même plutôt l'inverse, et donc il faut s'attendre à ce que des variants plus transmissibles et peut-être même plus mortels arrivent. Du coup, ouais, pour la bonne nouvelle, on n'y est pas trop. Et mon titre est effectivement complètement putaclic. Mais, il y a quand même une petite note cool derrière tout ça. L'évolution des virus est aveugle. Elle est d'autant plus rapide qu'il y a de particules virales, et donc de personnes infectées. Très bien. C'est avant tout une histoire de probabilité, au final. Mais on connaît dès aujourd'hui une méthode pour agir sur cette équation, les vaccins. Pour l'instant, on sait pas très bien si les variants vont réussir à échapper au vaccin ou non. A priori, ça dépend pas mal du vaccin. Par exemple, le Novavax et l'AstraZeneca perdent beaucoup d'efficacité face aux variants sud-africains, mais le Pfizer s'en sort très très bien, lui. Ça change rien. On a encore assez peu d'études solides sur le sujet, et il est bien possible aussi que ça change avec l'apparition de nouveaux variants, et que donc cette partie de la vidéo-là vieillisse très mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, une vaccination de masse réduit d'autant le nombre de personnes qui hébergent potentiellement un nouveau variant. En se vaccinant, on se protège, très bien, on protège les personnes fragiles qui nous entourent, encore mieux, mais on ralentit aussi le rythme d'apparition des mutants, en ne devenant pas soi-même une boîte de pétri pour le virus. On réduit de fait le terrain de jeu de l'évolution du virus, et ça, c'est super important. C'est même une très bonne nouvelle. Une campagne vaccinale efficace ne fait pas que réduire le nombre de morts potentielles, elle réduit aussi la capacité du virus à changer et à échapper aux mesures prises contre lui. Plus on se vaccine, moins il y aura de nouveaux variants. Let's go! Donc voilà. La compréhension de comment les organismes évoluent est super importante pour comprendre le futur de cette épidémie et de toutes celles qui suivront d'ailleurs. Et on possède déjà des outils théoriques qui nous permettent de comprendre comment lutter efficacement sur le long terme. Grâce à Darwin et aux milliers de chercheurs qui l'ont suivi, on est armé aujourd'hui pour se battre contre ces virus. Je sais pas vous, mais pour moi c'est quand même plutôt